Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Depuis plusieurs jours, et on l'a vu sur l'antenne de LCI, des messages ont retenti dans la ville de Kherson demandant aux habitants d'évacuer la ville avant aujourd'hui, 7 novembre. C'était la date qui était fixée. Avec ce mot d'ordre, le danger est imminent, une menace militaire de haut niveau est attendue. Est-ce que c'était du bluff ou est-ce que réellement aujourd'hui, il faut se préparer à une catastrophe militaire ? Rien ne va se passer aujourd'hui. On ne voit pas très bien comment la situation pourrait brutalement évoluer. On voit que Kherson est une boîte noire. Au fond, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que veulent les Russes. Il y a deux possibilités pour les Russes. En gros, c'est laisser leurs troupes passer l'hiver sur la rive droite du Dniepr ou bien les ramener sur la rive orientale. Quant aux Ukrainiens, ils ont deux possibilités, soit tenter d'attaquer Kherson, et à mon avis, ce serait une folie, soit attendre que Kherson tombe comme un fruit mûr, après l'avoir totalement coupé de la partie orientale de l'Ukraine, et donc après avoir coupé les lignes logistiques. Donc aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas. Les signes vont dans les deux sens et je crois que c'est très très difficile de savoir ce qui va se passer. Autre information qui est assez difficile à interpréter, il faut le reconnaître, c'est le fait qu'il n'y ait depuis hier plus d'eau, plus d'électricité dans la ville, mais surtout que les deux camps s'accusent d'être à l'origine de ces dégradations. Les autorités d'occupation russes disent qu'il y a une attaque terroriste, c'est leur thème de la partie ukrainienne, et à l'inverse, les Ukrainiens disent c'est l'armée russe. Qui aurait intérêt à dégrader la rupture en eau et en électricité de la ville? Bien, écoutez, encore une fois, que chacun accuse l'autre, ça dure depuis le 24 février dernier. Donc personne n'est surpris. Les seuls qui pourraient avoir un intérêt à le faire, ce seraient les Russes s'ils avaient décidé d'évacuer Kherson. S'ils ont décidé de rester, évidemment, ça n'a pas de sens. Quant aux Ukrainiens, on ne voit pas pourquoi ils le feraient. Il y a encore des habitants à Kherson. Pourquoi chercheraient-ils à martyriser leur propre population? On le comprend mal. Et donc ça peut être un des signes qui montrerait que les Russes veulent retraverser le Dniepr avant l'hiver. C'est un peu la même chose pour le barrage de Karovka. Il est à une soixantaine de kilomètres un petit peu plus au nord, en remontant le fleuve. Là encore, alors certes, le barrage en tant que tel n'a pas été touché, mais il y a une écluse qui a été endommagée. D'après les troupes russes, encore une fois, les Ukrainiens ont tiré 6 HIMARS, des missiles, 5 d'entre eux auraient été interceptés et c'est potentiellement le 6e ou des débris du 6e qui peuvent avoir endommagé ce barrage. Est-ce que les Russes sont aujourd'hui militairement en situation de contenir l'avancée ukrainienne autour de Kherson? Eh bien, écoutez, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on a eu une relève de troupes dans les derniers jours et que les troupes un peu usées par le combat, les combats qui durent depuis très longtemps maintenant, ont été remplacées par des troupes côté russe. Des troupes moins aguerries, mais plus fraîches. Peuvent-ils tenir? Écoutez, ça n'est pas impossible, parce que Kherson est une grande ville, et donc ils peuvent, s'ils décident, et ça ne peut être une décision non pas militaire, mais uniquement politique. Le président Poutine, ne voulant pas perdre Kherson, il peut demander à son armée de tenir pendant l'hiver. Ça n'est pas impossible. Peuvent-ils le faire? C'est possible. Personne n'en sait rien. Alors, sur ces frappes, sur le barrage, moi, je pense qu'il serait, les experts le disent, difficile de détruire ce barrage avec quelques obus. On ne se rend pas compte de ce qu'est la masse de construction, de béton, de fer que représente un barrage comme ça. Il faudrait une force considérable. Il faut une force considérable. Par contre, ce qui est possible pour l'armée ukrainienne, c'est de couper la voie qui permet d'aller d'une rive à l'autre sur les barrages. Sur les barrages, il y a toujours une route qui traverse, évidemment, la zone. Et ça c'est possible. Que les Ukrainiens cherchent à détruire cette ligne logistique, ça me paraît évidemment possible. Alors, vous le disiez à l'instant, on a du mal à savoir exactement ce que veut ou ce que peut faire Vladimir Poutine de Kherson. Mais d'un point de vue symbolique et d'un point de vue stratégique militaire, peut-il se permettre de lâcher la ville? Peut-il y renoncer? Écoutez, c'est très difficile à dire. Pour lui, ce serait une perte, puisque, on le dit depuis le 24 février, Kherson est la seule prise véritablement importante, puisque Kharkiv n'a jamais réellement été pris. C'est la seule prise importante et qui montrait une possibilité de poursuivre éventuellement vers l'ouest et donc vers Odessa. Donc la perte de Kherson serait politiquement, évidemment, assez lourde. Maintenant, Poutine est probablement réaliste. Il sait bien qu'au fond, il ne dispose pas d'une puissance militaire considérable, qu'elle s'est même énormément usée depuis le début de cette guerre et qu'il aurait peut-être tort
tactiquement de perdre par blessure ou par capture ou par mort les 20 000 soldats russes qui sont aujourd'hui à Kherson. Donc pour lui, c'est un problème politique. Est-ce que je privilégie la rationalité militaire qui demanderait un repli vers la rive orientale, ou est-ce que je marque-boute parce que j'ai des difficultés de politique intérieure et je dois montrer que je demeure fort? Si je comprends bien, vu le niveau d'incertitude sur toutes les hypothèses qu'on vient d'évoquer, il n'y a pas de scénario où la bataille de Kherson va être rapide. On n'est en aucun cas en train de parler d'une question de jours. Absolument pas, absolument pas. Ne serait-ce que l'évacuation de Kherson par les troupes russes prendra des semaines, peut-être des mois. On a dit qu'il n'y avait pas de ligne logistique. C'est un cas. Il n'y a pas de ligne logistique qui permette d'approvisionner Kherson. Et donc, le départ se ferait aussi de manière compliquée. Vous savez, les manœuvres rétrogrades pour les militaires, celles qui permettent de lâcher le terrain pour gagner du temps, et ce serait bien ça, sont les manœuvres les plus compliquées. C'est plus difficile à monter qu'une manœuvre qui va vers l'avant. Et de toute façon, ça prendrait effectivement des semaines. Et on peut même se demander si les troupes russes ont encore le temps de quitter Kherson avant que le cœur de l'hiver arrive. Et ne puisse éventuellement geler effectivement les positions au sens propre comme au figuré. Est-ce que les Ukrainiens ont l'armement qu'il faut pour reprendre cette ville de Kherson? On voyait d'ailleurs ces images ces dernières heures. Il y a des véhicules blindés français sur place, les véhicules de l'avant blindés, qui ont été utilisés par exemple au Mali, en Afghanistan. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on reconquiert la ville? Quel type d'armement il faut pour une opération qui est quand même particulière? Parce qu'on parle d'une ville, ce n'est pas un champ de bataille vierge. Écoutez, vous savez, le combat urbain, c'est un combat au corps à corps. Donc les armes nécessaires, sauf à raser la ville. Mais je ne pense pas que les Ukrainiens aient envie de raser leur ville, puisque c'est leur ville avec des Ukrainiens. Donc c'est un combat au corps à corps. Donc les armes qui sont utiles, c'est les armes qui tirent, je dirais, à courte portée. Ce sont des chars, ce sont des mitrailleuses et ce sont des fusils et des couteaux. C'est comme ça qu'on s'est battu à Stalingrad, parce que Kherson pourrait devenir une sorte de Stalingrad sur le Dniepr si les Russes décidaient, et probablement vont-ils le faire pendant un certain temps, de défendre Kherson. Mais on prend ces armes-là, c'est pas avec des armes modernes, c'est un combat, je dirais, qui est charnel, qui est tripal. Le combat urbain est le combat le plus violent, le plus sanglant qui puisse exister. Alors des combats très difficiles, il y en a également dans l'est du pays, dans le Donbass en particulier. On peut lister les exemples. Autour de Bakhmout, c'est très compliqué, les positions avance très peu en réalité, c'est compliqué pour les Ukrainiens, c'est compliqué pour les Russes. On le voyait ce matin dans les matins LCI avec Benjamin Cruard, il y a aussi des offensives qui sont très compliquées. Les Russes essayent de reprendre des localités. C'est le cas par exemple de Pavlivka, qui est un village qui est au sud-ouest de Donetsk. Benjamin Cruard donnait l'exemple, 300 soldats perdus en 4 jours pour une brigade d'infanterie de marine russe. La même brigade avait participé aux 2 guerres de Tchétchénie sans perdre autant d'hommes. Comment expliquer qu'il puisse y avoir autant de pertes pour la simple reprise d'un village, aussi stratégique soit-il? Qu'est-ce que ça nous dit de l'état des Russes? Alors, d'abord, les pertes que vous annoncez sont tout à fait importantes, mais elles sont à peine plus importantes que les pertes moyennes russes depuis le début du conflit. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Ça fait des décennies que nous conduisons des guerres que nous disions de basse intensité, dans lesquelles le nombre de morts était important, mais infiniment inférieur à ce qu'il est dans une guerre conventionnelle. Là, on est dans une guerre conventionnelle avec des gens qui se défendent dans un village et des gens qui l'attaquent. Donc ce nombre de morts n'est pas particulièrement surprenant. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les choses vont lentement. Parce que la brigade dont vous parlez, quand elle a perdu 300 hommes ou 400 hommes, il est évident que le moral va s'effondrer et qu'avant d'attaquer à nouveau, il va falloir du temps. La guerre ne peut pas, ce genre de guerre ne peut pas être rapide. Sauf si à un moment donné, vous réalisez une percée, mais une percée blindée quelque part, comme ça se voit dans les guerres, ça s'est vu plusieurs fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous n'avez pas une percée brutale et donc un effondrement, eh bien, on assiste à ce que le maréchal Joffre appelait un grignotage qui est sanglant, mais un grignotage qui ne permet pas d'avancer rapidement. Et qui est très lent en effet. Ces niveaux de perte, d'ailleurs des niveaux de perte même encore supérieurs, on les retrouve sur les unités de mobilisés, cette fameuse mobilisation partielle qui a été organisée par Vladimir Poutine, toujours dans cette région de Donetsk. Il y a un autre exemple, le village de Makivka. Là, c'est le témoignage d'un survivant qui dit sur 570 mobilisés, seuls 41 soldats mobilisés sont
sont ressortis vivants de l'opération. Est-ce que réellement, on a observé, depuis que la mobilisation est effective, des gains territoriaux pour la Russie grâce aux soldats mobilisés? Alors, je n'ai pas de réponse précise à ça, mais on voit bien que ça n'a pas permis à l'armée russe d'avancer. Ça lui a peut-être permis de tenir mieux qu'elle ne l'aurait fait sans la mobilisation. Mais les chiffres que vous annoncez ne sont pas surprenants. Pour former un soldat, il faut des mois et des mois. Et Qu'ils n'ont pas eu, en l'occurrence. Enfin, ce qu'on sait, d'après les informations parcellaires que nous avons, c'est que dès leur mobilisation, ils sont envoyés sur le front. Et il y a une autre chose, c'est que quand vous envoyez les gens un par un, ils sont vulnérables. C'est pour ça que l'armée française, par exemple, avant d'envoyer une unité sur le terrain, elle va la former pendant des mois et des mois pour créer de la cohésion, pour créer une synergie. Quand vous envoyez les hommes les uns après les autres, en fait, vous n'envoyez pas d'unité. Vous savez, une armée ne peut pas être une addition de soldats. Une armée, c'est une synergie de volonté. Et on voit bien que cette synergie-là, eh bien, l'armée russe n'a évidemment pas le temps de la créer en envoyant ces gens les uns après les autres au combat. Mais en vous écoutant, on en vient à se demander si Vladimir Poutine ne manque pas de lucidité sur la réalité de la situation sur le terrain. S'il est vraiment bien informé, s'il a la bonne analyse. D'ailleurs, ça me fait penser au livre noir de Vladimir Poutine que publie cette semaine Galia Ackerman, qu'on reçoit souvent sur ses plateaux avec Stéphane Courtois. Ils nous disent eux-mêmes dans cet ouvrage, Vladimir Poutine aime qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Ça veut dire qu'autour de lui, il y a une forme de cour, peut-être une cour qui le leurre. D'abord, ça veut dire que M. Poutine est un humain comme les autres. Et les humains croient ce qu'ils ont envie de croire. Ça a toujours été comme ça. Rassurez-nous, j'espère que dans l'armée française, on ne dit pas aux dirigeants ce qu'ils veulent entendre, mais quelle est la réalité du terrain. C'est un défaut humain. Je crois vrai ce que j'ai envie de voir vrai. Et lui, évidemment, il a envie de quelque chose, donc il reçoit les signes positifs et est moins attentif aux signes négatifs. Bon, à côté de ça, le pouvoir de M. Poutine est un pouvoir dictatorial. On ne l'apprend pas aujourd'hui. C'est un pouvoir qui dure depuis plus de 2 décennies. Et donc, il ne peut pas ne pas être coupé du monde, ne pas être coupé de la réalité, et il est très probable que les mauvaises nouvelles n'arrivent pas jusqu'à lui. Vous savez bien ce qu'il arrive aux Cassandres en général, les Cassandres ne survivent pas. Et donc je pense que les gens ne se précipitent pas pour lui donner les mauvaises nouvelles. Et donc il vit probablement sur une idée de la réalité qui n'est pas la réalité elle-même. Techniquement, vu tout ce qu'on vient de décrire, de lister les pertes, les Ukrainiens d'ailleurs, il y a quelques jours, ont fait un bilan des pertes russes. Alors bien sûr, à prendre avec précaution, puisque ce sont leurs informations. Ils disent 75 000 soldats tués côté russe, près de 3 000 chars, près de 300 avions, près de 300 hélicoptères qui ont été détruits. Est-ce que techniquement, Vladimir Poutine est en situation de défaite militaire quand on voit le bilan et la difficulté sur le terrain ? Alors, c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui, c'est que d'abord, lui pense qu'il ne peut pas perdre. Et je pense qu'aujourd'hui, au fond, personne ne peut gagner cette guerre et personne ne va la perdre réellement. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. On est bien dans une impasse. Pourquoi est-ce que cette guerre continue ? Parce que des deux côtés, les deux dirigeants, les présidents Zelensky et Poutine, ont l'impression de pouvoir aller encore plus loin. Donc, ils ne sont pas prêts aux négociations. M. Zelensky a l'impression de pouvoir reprendre l'intégralité de l'Ukraine et de la ramener dans ses frontières d'avant 2014. Quant à Poutine, il se dit que s'il passe l'hiver dans des conditions correctes, alors il pourra relancer la manœuvre et au moins conserver ce qui lui est contesté maintenant, c'est-à-dire les 4 oblasts qu'il a rendus russes par son référendum de pacotille. Vu ce que vous dites, est-ce que Joe Biden a raison de vouloir faire pression sur Volodymyr Zelensky pour qu'il revoie à la baisse ses ambitions et qu'il fasse un pas vers la paix ? C'est ce que disait le Washington Post ce week-end en disant qu'il faisait pression pour qu'il entrouvre la voie à de futures négociations avec une idée, c'est que au bout d'un moment, les alliés de l'Ukraine peuvent aussi se lasser, que le soutien peut s'amenuiser. On sait qu'il y a des midterms, des élections aux États-Unis cette semaine, et que tout le monde aux États-Unis ne partage pas l'idée qu'il faille continuer à soutenir massivement l'Ukraine. Alors d'abord, je pense que le président Biden connaît son pays et sait que son pays peut faire la guerre, mais pendant un certain temps. Alors là, c'est une proxy war, mais néanmoins, il y a de l'argent, pas beaucoup pour les Américains, parce que 50 milliards, c'est peu par rapport à un budget militaire de 800 milliards. Alors c'est plus que les autres pays occidentaux. Oui, d'accord. Enfin, quand vous regardez en pourcentage, et d'abord ça, c'est des promesses, c'est pas l'aide réellement. Alors, d'une part, on le sait, les Américains ont intérêt à ce que cette guerre dure, puisque ce sont eux les grands gagnants de cette guerre. Maintenant, elle ne peut pas durer trop longtemps, et il faut qu'elle se termine dans des conditions qui soient à peu près favorables
aux intérêts américains, puisque c'est les Américains qui détiennent aujourd'hui le levier et le frein ou l'accélérateur de cette guerre-là. Et aujourd'hui, on se rappelle, c'est Economy Stupid, c'est l'économie qui fait les élections américaines. On voit bien que le président Biden est dans une grande difficulté, qu'il peut perdre la Chambre des représentants, voire le Sénat, dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc, lui sent bien qu'il a intérêt à ce que ça s'arrête. Et au fond, il a déjà obtenu ce qu'il s'est mis à rechercher depuis le début du mois de mars, c'est-à-dire un affaiblissement et un éclatement de l'Europe et un affaiblissement profond de l'armée russe. Donc, je dirais que ses objectifs stratégiques à lui sont atteints. A-t-il lui-même vraiment d'idées claires sur la frontière à établir entre l'Ukraine et la Russie? Ce n'est pas vraiment son problème. Son problème, c'est qu'il a déjà obtenu un certain nombre de choses et que maintenant, il devient contre-productif pour lui que cette guerre continue. Cette guerre, elle est faite sous direction américaine, globalement, du côté occidental. Comme d'habitude, c'est la politique intérieure, domestique américaine qui conduit les guerres, comme elle a conduit la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. La Deuxième Guerre mondiale a été organisée autour des élections de mi-terme de novembre 1942, d'où le débarquement en Afrique du Nord, et les élections de plein terme de novembre 1944, d'où le débarquement de juin 1944. Donc c'est comme d'habitude, si vous voulez. C'est pour ça que ce qui est flagrant dans ce conflit, c'est le manque d'Europe. Nous ne savons pas. Et on voit bien que c'est le président Biden qui dit qu'il faut arrêter. Ce serait à nous de dire, nous, Européens... Parce que c'est notre sol. Attendez, c'est une guerre entre Européens en Europe. Et c'est nous, d'une façon ou d'une autre, qui allons pâtir ou pas de la fin de cette guerre-là. Mais l'Europe n'a pas de vision. L'Europe ne sait pas ce qu'elle veut. Et pourquoi ? Parce que cette guerre en particulier a complètement divisé l'Europe entre les jusqu'au-boutistes qu'on connaît, les pays baltes, la Pologne, etc., qui sont eux-mêmes inquiets de la menace russe parce qu'ils se sentent directement visés. On comprend très bien. Et cette guerre, plus cette guerre continue pour eux, plus la machine russe se casse dans la grande machine à broyer les armées qui est le front russo-ukrainien. Et moi, eux-mêmes ont à craindre la Russie. Donc on voit bien que les intérêts des uns et des autres sont totalement divergents. Et la grande difficulté derrière cette affaire-là, c'est que l'Europe n'a pas de vision d'elle-même. Mais qui devrait le faire? Vous parlez là de la présidente de la Commission européenne, du président du Conseil européen ou des dirigeants, des chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron, Olaf Scholz? Écoutez, je ne sais pas qui doit le faire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'enfin, il y ait une prise de conscience de l'Europe, qu'elle a des intérêts à défendre, qu'elle doit être, dans cette guerre barbare et terrible, un acteur géopolitique capable de vouloir ce qu'elle veut. L'Europe ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, comme d'habitude, ce seront les Américains qui vont dire, et on va avoir une guerre qui va se terminer extrêmement mal, comme avec le traité de Versailles en 1919, ou beaucoup mieux comme après la Deuxième Guerre mondiale, ou très mal comme après la guerre froide. Et encore une fois, et à chaque fois, ce sont les Américains qui ont... Mais quand vous dites l'Europe doit savoir ce qu'elle veut, c'est pour avancer sur un plan militaire et par exemple aider encore davantage les Ukrainiens, ou c'est pour avancer sur un plan diplomatique et mettre tout le monde autour d'une table? La guerre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la paix qu'on veut obtenir. Comment voulez-vous? La tactique n'a pas de sens en elle-même. Ce qui est important, c'est de savoir quelle sorte de paix. La guerre, normalement, est là pour produire un état de paix meilleur que le précédent. Là, elle nous est imposée. À nous de savoir quelle paix nous voulons en Europe pour demain, quel grand système de sécurité voulons-nous mettre en place pour que la paix soit capable de durer plus des 30 ans qu'elle n'a duré depuis la chute du mur de Berlin. Je voudrais vous entendre également sur l'Iran. Hier encore, Volodymyr Zelensky a discuté pour le coup avec la présidente de la Commission européenne en lui demandant d'augmenter la pression sur Téhéran. La semaine dernière, pour la première fois, l'Iran a reconnu avoir livré des drones à la Russie, même s'il dit que c'était avant le début du conflit, même s'il dit que c'était en quantité limitée, sans savoir quel serait leur usage. Est-ce que l'Iran peut aussi aujourd'hui livrer des missiles? Et le cas échéant, quel type de missiles serait utile pour les Russes sur le terrain? Écoutez, l'Iran a choisi son camp. L'Iran a choisi son camp. Il est allié de Poutine. Donc évidemment, l'Iran peut livrer des missiles, et les missiles dont la Russie a besoin, c'est ceux dont la Russie manque, ce sont des missiles à longue portée et de précision, puisque le président Poutine veut continuer son œuvre de destruction qui vise à geler les Ukrainiens pendant cet hiver. Et ce sont des missiles dont l'Iran dispose ? Bien sûr, l'Iran dispose de ce genre de missiles qui peuvent donc être apportés à Poutine, bien sûr.
Vous disiez geler les Ukrainiens. Est-ce qu'il a une chance d'obtenir ce qu'il veut atteindre? Vladimir Poutine fait ça pour aussi que la population se retourne vers Zelensky et lui dit stop, stop, mettez fin à cette guerre, on ne peut plus supporter cette situation. Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Alors, l'histoire prouve que non. Et que les bombardements massifs, alors c'est l'histoire des Américains qui cherchent à casser la volonté nord-vietnamienne en bombardant le port d'Haiphong et Hanoï, en délivrant plus de bombes qu'ils n'en avaient délivré pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore l'histoire des Anglais qui détruisent Dresde et Hambourg pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et au fond, à chaque fois, les bombardements renforcent. Et il y a cette illusion que les bombardements vont faire s'effondrer. Et l'histoire, depuis que les bombardements existent, nous montre que l'effet produit est inverse. Donc il est probable, moi je n'ai jamais vécu l'hiver ukrainien, mais il est probable qu'au fond, la volonté ukrainienne se renforce de ces bombardements. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'avoir été ce matin encore pour nous éclairer sur ce conflit dont on connaît les moindres détails, mais dont on a toujours du mal à trouver le sens encore et la perspective. C'était utile de vous entendre.